Oui, bonjour à tous et à toutes. On est le jeudi 23 septembre, je crois. Je suis pas sûr. Alors, audio tout public, pourquoi? Parce que ça nous concerne tous. Explication autour d'un propos qu'on entend beaucoup, qui est les hommes déconstruits. Et bon, c'est tout ce qui tourne autour de la virilité, etc. Donc, je vais un petit peu expliquer de quoi il s'agit. Ça peut être abstrait. Donc, en gros, voici la pensée des gens qui défendent cette thèse. Nous sommes dans un monde féminin, c'est-à-dire l'éducation des enfants, l'écologie, euh, l'harmonie, les huiles essentielles, la méditation, des petits relents de bouddhisme, euh, le triage des déchets, il n'y a plus de guerre, pas mal de femmes sont victimes des coups de leur mari. Euh, il faut plus de tolérance envers les minorités, LGBT, etc. Donc nous sommes dans un monde qui tend vers des valeurs féminines. Et donc, il y a toute une série de gens, des penseurs, des philosophes, etc., qui commencent à se dire, dans le monde d'aujourd'hui, la virilité et les caractéristiques mâles, masculines, commencent à poser problème, commencent à coûter de l'argent, et commence à être quelque chose qui n'est plus nécessaire ni tolérable. On n'a plus besoin de gros G.I. Joe qui vont à la guerre, on fait la guerre avec des drones, on fait la guerre économique, etc., etc. Donc en fait, on va vers une époque d'hommes qui seront valorisés s'ils sont dévirilisés. Donc je répète, une époque où les hommes seront valorisés s'ils sont dévirilisés. Et c'est là que vous avez un prototype, un profil d'homme qui est devenu très très courant, si pas majoritaire de nos jours, où en fait, voilà, ce sont des hommes qui ont fait des longues études socio-économiques, qui deviennent vite rouges, qui sont timides quand ils doivent parler en public, qui ont besoin d'un coach pour savoir comment aborder une femme, qui évidemment sont en général trompés, sont pris au piège d'un mariage qui se termine en divorce avec des pensions alimentaires. Ils en sont encore plus choqués, plus dégoûtés, et ils finissent, s'ils n'étaient pas déjà à la base, célibataires endurcis ou hommes en état de choc post-traumatique. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes en fait qui sont chez les psys, qui prennent des antidépresseurs, etc., parce que ils sont victimes assez étrangement. Ben, on n'en parle pas parce que ça ne se fait pas. Mais il y a de plus en plus d'hommes, en fait, qui reçoivent des coups et qui n'osent évidemment pas porter plainte pour leur question d'orgueil. Et si un jour ils répliquent, ne fût-ce que par une poussée ou une gifle, ils ont la police et ils sont accusés de coups et blessures et se retrouvent dans des procès, se retrouvent en justice avec des problèmes jusqu'au-dessus de la tête. Encore plus s'ils sont musulmans, avec l'apparence, la barbe, le machin, ils sont complètement cuits. Donc, tout ça pour dire que euh, l'homme acceptable au niveau de la société sera un homme de plus en plus dévirilisé, qui parle doucement, qui ne se bat pas, qui n'a pas des réactions émotionnelles, comment je vais dire, qui est un peu timide, un peu gauche, un peu geek, un peu, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, un peu Mark Zuckerberg, Bezos, Fabrice Lucchini, Marc-Edouard Nab, Yann Moix, Michel Houellebecq, etc., etc. Donc c'est un homme qui pense, un homme féminisé en gros. Alors le problème qu'il y a évidemment, comme dans toute action, il y a une réaction, c'est qu'il y a toute une série d'hommes, de par leur physique ou par leur milieu social, parce qu'ils viennent de la banlieue ou qu'ils viennent du quart-monde pour les Français de souche, qui eux rentrent pas dans le moule, et eux ils en font trop en sens inverse. C'est tous les gens qu'on voit avec des tatouages, des chaînes, des attitudes survirilisées, qui ne sont que des apparences, évidemment. Hein. Quand on gratte un peu, le gars sniffe de la coke, il est très faible, mais bon, il réagit en tout cas en apparence à cette dévirilisation
en surjouant le rôle du mâle, qui est personnifié par des gens comme Booba et des gens comme ça, donc beaucoup d'insultes, beaucoup d'attitudes un peu machistes, qui, on le remarque, attirent et suscitent l'intérêt d'un certain nombre de femmes qui se disent « Ah, enfin, un mec, dans une forêt d'hommes émasculés, il y a encore des hommes un peu virils, avec des tatouages, qui me remettent à ma place, qui me parlent avec des mots un peu trash, ce qui m'émoustille, etc. » Parce que bon, je vous le répète, comme je l'ai toujours dit, la nature humaine est très décevante, hein, très décevante, c'est-à-dire que on est toujours dans l'action-réaction, on est toujours dans le déni, c'est-à-dire qu'on n'avoue pas, on ne s'avoue pas que on est attiré par des femmes féminines, des hommes masculins. On fait semblant qu'on aime bien le petit diplômé qui travaille chez Bouygues, et qui est bien propre sur lui, qui parle très vite, qui bégaye, qui est timide. On fait croire qu'on aime ça, etc. Parce qu'en fait, ça va en sens inverse de la nature des choses. La nature féminine, même si ça ne plaît pas, hein, je ne suis pas là pour plaire, j'ai déjà dit. La nature féminine, c'est en fait, on commence par du désir et on termine par de l'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, une femme veut être, comment je vais dire, bouleversée, entre guillemets, euh, physiquement. C'est-à-dire il faut un homme beau, un homme viril, un homme grand, avec de larges épaules, qui en impose, qui est un leader, etc. Donc il faut d'abord une attraction physique, mais physique dans le sens attitude, regard, musculature, etc. Et au bout du compte, quand une femme passe un peu cet âge un peu capricieux et de gamine, on passe à la phase intérêt, c'est-à-dire qu'est-ce qui est intéressant comme homme pour ma stabilité financière, pour la stabilité de mes enfants, pour ma stabilité en général, et si possible en plus qu'il y a l'approbation de ma famille. On va vers ça avec l'âge, vous voyez. Au début, on fait un petit peu ça rebelle. Je veux un Brésilien avec des rastas, machin. Et puis, tout doucement, on rentre dans le rang. On voit bien que c'est plus facile à tous les niveaux d'épouser un Frédéric qui a fait des études de Sciences Po et qui, bon, même s'il n'est pas émoustillant et imprévisible et viril comme le profil qui me plaît, au moins je sais où je mets les pieds. Si jamais on divorce, j'aurai une bonne pension. C'est quelqu'un qui sera patient avec les enfants. Il a une famille derrière lui. Il y aura toujours une grand-mère pour prendre les enfants le mercredi quand je ne pourrai pas aller les chercher. Donc en fait, il y a toute une structure mentale. Et donc, quand on parle d'homme déconstruit, je crois que c'est une politicienne écologiste qui en a parlé. Ça a fait tout un remue-ménage au niveau des médias. Il y a des gens qui se sont moqués, etc. Mais il y a une idéologie derrière ça. C'est-à-dire que un homme déconstruit, c'est un homme qui s'est enlevé la testostérone du corps, qui l'a mis de côté, et qui s'est reprogrammé avec le logiciel de la société actuelle. Ça veut dire un homme qui ne juge pas, un homme qui est tolérant, un homme qui ne lève jamais la main, un homme qui accepte les soubresauts, les caprices et les crises de sa femme, un homme un peu psychologue, un peu philosophe, un peu copine, un peu copain. Bon, bien sûr qu'il n'est pas homo, parce que sinon, il va avec des hommes, mais qui a un peu le profil d'un homo, mais sans l'être, juste assez viril que pour pouvoir me féconder, mais pas trop, parce que j'ai mal à la tête, parce que j'ai mes périodes d'indisposition, parce que je suis fatigué avec mon boulot, mes études. Donc, il faut un homme qui soit dispo quand j'ai besoin, mais quand j'ai pas besoin, il peut la mettre en veilleuse, il peut lire des bouquins, il peut changer les couches du gosse et pas trop me casser la tête. En fait, on est un petit peu là-dedans. Et donc, un homme déconstruit, c'est un homme déprogrammé et reprogrammé sur le logiciel de l'époque moderne, tout simplement. Alors, quand on dit ça et qu'on est critique, on va toujours vous dire, c'est une méthode, c'est ce qu'on appelle les arguments d'autorité. On va toujours vous dire, ouais, mais quoi, tu crois que c'est mieux?
les hommes comme mon père ou mon grand-père qui rentraient du boulot, qui se saoulaient la gueule, qui frappaient ma mère. Et ma mère, elle ne pouvait pas partir parce qu'elle n'avait pas de diplôme. C'est ça que tu veux, des femmes qui n'ont pas d'atout dans leur jeu, qui sont prisonnières de leur mariage. Elles se faisaient tromper, frapper. On va vous mettre un argument d'autorité, c'est-à-dire on va vous dire, si un homme n'est pas comme ça, comme on voudrait qu'il soit, eh ben dans ce cas-là, il est inévitablement comme ça. C'est-à-dire ivrogne, qui donne des coups, qui est machiste, la femme n'a pas d'argent, qui veut pas la divorcer. Enfin bref. Donc en fait, on vous met devant un non-choix. Ce qu'on fait dans tous les domaines, si vous le remarquez bien, hein, au niveau du vaccin, de plein d'autres trucs, c'est « Ah mais si tu veux pas ça, donc t'es ça. Donc tu veux être contaminant, donc t'es pas solidaire, donc tu penses pas aux autres, donc t'es égoïste, donc t'es individualiste. Et donc t'es mauvais, quoi, en fait. T'es une mauvaise personne. » Et c'est comme ça aussi qu'on fait quand on parle de ce sujet. C'est-à-dire qu'on place, tel un miroir, le modèle voulu avec le modèle oni. Oni, c'est-à-dire rejeté. Pour vous dire, ben, tu vois qu'il n'y a pas de choix. C'est ce qu'on appelle la politique de l'entonnoir. Et la politique de l'entonnoir, elle est très utilisée dans l'époque moderne pour nous faire accepter l'inacceptable. Et c'est à tous les niveaux. En politique, par exemple, on vous dit ouais, mais bon, d'accord, Macron, ceci, ceci, ceci. Mais tu veux quoi? Tu veux Marine Le Pen? Tu veux Zemmour? Non, pas vraiment. Ah ben voilà, il y a Macron. Donc en fait, c'est l'entonnoir, c'est-à-dire on te met dans un non-choix. Et la démocratie et le système démocratique utilisent beaucoup ça. C'est-à-dire dire aux gens, si c'est pas comme on a dit nous, eh bien, c'est un élément perturbateur. Quand on dit, par exemple, un bon musulman, acceptable dans l'époque actuelle, c'est un musulman qui, bon, ne prend pas le Coran au pied de la lettre, prie chez lui quand il a le temps, qui parle pas trop de politique, de Palestine, de religion, qui met pas en avant tout le temps le Coran, les interdits. Voilà, c'est quelqu'un un petit peu, voilà, il a ses petites habitudes à lui, mais il fait ça chez lui, et bon, dans la vie de tous les jours, il nous ressemble. Un mauvais musulman, c'est quelqu'un qui s'habille pas comme nous, ne mange pas comme nous, ne boit pas comme nous, n'a pas le même rapport aux femmes que nous. Ça, c'est un mauvais musulman. Mais nous sommes une société tolérante. On est ouvert à tous les styles de vie. Tant qu'on n'est pas dans l'incitation à la haine et au désordre social, chacun a le droit de dire, voilà, je veux ci, je veux pas ça. Mais, sauf dans le cas des musulmans. Là, non. Pour le reste, si tu dis, je m'appelle André Runeau, je voudrais qu'on m'appelle Aurélie parce que je suis une femme, je veux qu'on me respecte. Voilà, ça oui. Mais si c'est des trucs d'islam et des trucs Allah et autres, là non. Donc en fait, c'est une société en fait ultra permissive tant qu'on va toujours plus loin dans la transgression et le retournement face à ce qui est moral et religieux. C'est-à-dire plus tu vas loin du modèle conservateur, plus c'est encouragé. Et plus on te dit, attention, si tu ne trouves pas ça bien, si tu n'applaudis pas des deux mains, tu es un type suspect. Tu es quelqu'un qui va devenir une cible. Si tu ne dis pas amen au LGBT, amen au vaccin, amen à ceci, amen au féminisme, amen à l'homme dévirilisé, tu deviens suspect. Tu deviens bizarre. Et sache que là, tu vas commencer à avoir des ennuis. Il ne faudra pas t'étonner si tu es rejeté. Il ne faudra pas t'étonner si tu ne peux pas t'intégrer. Tu l'auras bien cherché, tu l'auras bien voulu. On t'avait dit quel était le modèle idéal et tu ne l'as pas voulu. Donc c'est un mécanisme dictatorial dirigé vers une féminisation et une soumission à outrance et qui se fait pas par comment je vais dire, pas par la contrainte, comme dans une dictature, qui se fait par l'entonnoir. C'est-à-dire, si tu es un homme qui a quelques caractéristiques masculines trop prononcées, sache que les femmes, lors d'un speed dating ou d'une rencontre, ils vont s'éloigner gentiment. Il faut que tu sois dans l'équation beau, mais fidèle,
viril mais pas trop macho, amusant mais pas gamin, au courant des technologies modernes mais pas un geek boutonneux, qui a des amis mais des amis pas trop envahissants, qui peut avoir des passions, le football, les jeux vidéo, mais qui pourront être encadrés et dirigés de façon à ce que ça ne soit pas trop envahissant sur mon emploi du temps et mes demandes. Donc en fait, on est dans l'homme paramétrable. Et alors, où est-ce que je veux en venir? Si vous allez dans les archives, je pense c'est 2017, je ne sais plus quel mois, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait, je ne suis pas sûr du titre, de la pornographie au robot ou le robot pornographique. Je ne sais plus comment j'ai intitulé ça. C'était une vidéo, j'étais filmé, c'est en 2017. Je sais qu'il y avait le mot robot et pornographie dans le titre, mais je ne sais plus. Si je le retrouve, je vous le mets en commentaire. Et j'ai expliqué en fait pourquoi, selon mon schéma de visualisation des choses, quand les robots sexuels, seront bien au point, bien paramétrés, seront paramétrables en fait, exactement comme le veulent les gens. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi ça aura un grand succès. Parce que vous pourrez dire au robot, le vendredi soir, parce que le samedi je ne travaille pas, tu dois me dire ça, me faire ça, réagir comme ça. Mais le lundi matin, tu dois me foutre la paix, tu dois juste sourire, me dire des compliments, etc. Parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas envie de faire de la bagatelle. Donc il faudra pas être trop poussif. Donc en fait, un robot sexuel sera programmable. Et en fait, les gens pourront programmer un robot sous apparence humaine exactement à la minute et à la date près comme ils attendent qu'il soit. Il n'y aura plus de place en fait pour l'improvisation, pour les disputes, pour les malentendus, pour les violences. Parce que vous savez, il y a toujours moyen de présenter un projet débile d'une façon attrayante, comme je vous l'ai dit, avec les arguments d'autorité. Tu préfères quoi? Un homme qui est éjaculateur précoce et qui te laisse sans ton plaisir, hein? Là, ici, au moins, tu es sûr de ton coup, tu peux paramétrer. Enfin, je m'excuse d'être vulgaire, mais c'est parce que je veux faire comprendre à travers une image forte là où je veux en venir. C'est-à-dire que ce principe d'homme féminisé, robotisé, qui devient un bon petit soldat de la société, un bon petit soldat à tous les niveaux, en fait, l'étape ultime, c'est l'homme robot. C'est-à-dire l'homme qui n'a plus d'émotion, qui n'a plus de rage, qui n'a plus de violence en lui, sauf peut-être sur le programme pour être un petit peu taquin au niveau sexuel. Ça, c'est l'extase ultime. C'est l'objectif ultime. Parce que sinon, un homme sera toujours... On voit quand on fait des recherches sur les crimes et les faits divers, il y a toujours un moment donné, enfin, où un être humain, il a un sursaut de sa nature profonde, et il y a un crime, il y a une révolte, il y a une tromperie, il y a une manigance, il y a une escroquerie à l'assurance. Il se passe toujours un truc, en fait, à un moment donné, avec quelqu'un qui, au départ, on croyait être ce qu'on voulait. Et donc, à un moment donné, l'assurance tout risque pour les gens, ça va être l'homme et la femme robot. Et pour le moment, comme c'est pas encore prêt, on essaye de robotiser l'homme et la femme afin qu'ils rentrent parfaitement dans un modèle progressiste, moderne, tolérant, féminisé, etc., etc. Mais l'étape ultime, ça sera ça, parce qu'un humain restera un humain, avec ses incohérences, avec ses imprévus, avec ses caprices, avec ses sursauts d'orgueil, avec ses montées de testostérone. Il n'y a rien à faire. Il y aura toujours une part d'animalité dans l'humain. Et le robot permettra d'effacer cette animalité pour en arriver à un partenaire algorithmique, c'est-à-dire qui pourra nous apporter ce qu'on attend de lui au moment qu'on l'attend et qui ne nous apportera pas au moment où on ne l'attend pas. Et on pourra le programmer dans ce sens-là, comme on fait avec un téléphone. Il y a une alarme pour du lundi au jeudi à 6 h du matin. Le dimanche, l'alarme est à 8 h. Puis, il y a un agenda qui émet des sons quand j'ai un rendez-vous. On programme, vous voyez. On appelle ça un assistant, un organizer, etc. Et nos relations humaines, hommes-femmes, vont devenir ça.
Alors peut-être il y aura des variantes. Parce que peut-être le mot robot, on va dire ouais mais non, c'est une machine, machin. Peut-être qu'on va arriver très vite à des sociétés qui vont proposer à des hommes de dire on vous implante telle ou telle puce qui va vous permettre de contrôler ceci, de contrôler cela, de ne pas être trop comme ci, comme ça. Et on va avoir des hommes hybrides, mi-humains, mi-robots. Ça, ça c'est possible. Ça serait une passerelle sans doute qui aura beaucoup de succès. Euh, et on dira, par exemple, à un homme qui est, je sais pas, qui est condamné pour la 4e fois pour violence conjugale, on dira, pose de puce de gestion de la violence. Et on dira à tout le monde, vous voulez quoi qu'il continue à frapper des femmes? Vous comprenez? On sera devant des arguments d'autorité sous forme d'entonnoir. T'as pas le choix. Et si tu contestes, on dit, tu veux quoi? Tu veux un fou? Tu veux un homme méchant? C'est-à-dire qu'il y a peu de place pour l'aléatoire. Il faut être dans des algorithmes parfaitement bien calibrés et prévisibles. Et donc, voilà, je vais un peu loin, je le sais bien, mais quand on parle d'homme déconstruit, on parle de ce processus qu'on veut mettre en marche pour obtenir un homme robotisé, progressiste, féminisé, dont on peut prévoir et bien encadrer ce qu'on attend de lui, ce qu'on n'attend pas de lui, les qualités qu'on veut qu'il ait, les défauts qu'on veut qu'il n'ait pas, afin d'assurer à tout le monde un mariage heureux et positif pour tout le monde. Mais ça, c'est une vision évidemment, comment je vais dire, transhumaniste de la société. Parce que la réalité, c'est que les plus grands guerriers, les plus grands génies, les plus grands inventeurs, les plus grands écrivains, etc., etc., sont souvent le fruit de souffrances, d'être des enfants non désirés, ou de viols, ou que sais-je, en fait, abandonnés à la DAS. C'est-à-dire que l'humain ne peut pas être exceptionnel sans souffrance, sans épreuves qui l'ont façonné tel un diamant. L'humain lisse dès l'enfance, on le voit avec tous les enfants des stars en fait, qui vont tous dans des écoles Montessori, et ceci et cela, etc. Ben, en sortent des petits robots, quoi. Des petits robots LGBT. Parce que l'âme humaine n'est pas faite pour ne pas être éprouvée. Quand l'âme humaine, elle est mise à l'écart de toutes les souffrances, on voit avec les gens, en fait, les gens ne veulent pas que leurs enfants souffrent. On va dans une école privée où il aura des soins particuliers. Dès qu'il est malade, on court au médecin, on le vaccine contre tout, on veille à ce qu'il fasse les plus longues études possibles pour avoir les meilleures chances possibles dans la vie. De là sort, en fait, un petit robot en costume 3 pièces qui a un discours préconvenu, comme on le voit. Tous des gens pro-vaccin, pro-homo, anti-islam, parce que ça va ensemble, en fait. Le puzzle est parfaitement emboîté. Si tu as un propos un tant soit peu critique envers les femmes, ah, tu es misogyne, tu es un homme du passé, voilà. Mais tout ça, c'est un grand schéma dans lequel on a introduit les gens dans ce truc-là depuis 1968. La pilule, les droits des femmes, le vote, le machin. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement, en fait. 50 ans, un demi-siècle est passé. Et c'est-à-dire que tous les gens qui avaient 20 ans au début de ce processus sont maintenant, c'est les fameux boomers qui approchent de la mort, qui vont mourir dans les 10 à 20 années à venir, petit à petit. Et maintenant, on prépare les générations suivantes à peaufiner le concept. C'est-à-dire, eux étaient un peu des générations hybrides. On le voit d'ailleurs, les hippies, il faut tout partager, il ne faut pas être jaloux, il est interdit d'interdire. Puis ça a donné les gens les plus féroces, les directeurs d'entreprises, les gens... parce que le chasser le naturel, il est revenu au galop. La plupart des anciens hippies, anciens communistes et tout, sont devenus des complices du capitalisme, ils sont à fond dans le progressisme, etc. Mais maintenant, les générations suivantes, qui elles ont été biberonnées à ça, seront plus faciles à amener vers le résultat qui a été voulu dans cette époque 68. Qui évidemment, il fallait la première génération essuyer les plâtres,
Et les prochains, maintenant, vont être plus à même d'être adaptés à ce qui a été voulu depuis le début de ce projet. Après, bien, pas bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on vit l'époque qu'on vit. Certes, la caricature d'un homme pose problème. Cette fameuse argument d'autorité, les hommes qui battent, qui boivent, qui trompent, qui disparaissent avec l'argent, etc. Mais d'un autre côté, la question à se poser, c'est que vont apporter au monde des hommes dévirilisés, féminisés? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? En plus que n'apportent les femmes, je ne sais pas. En cas de changement de situation, de guerre, de crise, de bouleversement climatique, où seront les hommes pour défendre leur village, leur tribu, leur famille? Ils seront des femmes parmi les femmes. Donc tout ça c'est bien tant qu'on est dans une époque technologique, crypto-monnaie, monnaie électronique, geek, Facebook, Snapchat, etc. Qu'est-ce qui va se passer si on revient à une époque très terre à terre? Chasser, trouver de la bouffe, se battre, défendre les siens. C'est à ce moment-là que tout change. Donc c'est des modes. Pour le moment, on est dans cette mode-là. À chacun de voir, voilà. Et après, pour les hommes désespérés qui m'écrivent par dizaines, je n'arrive pas à me marier, je suis trop ceci, je suis trop cela, etc. Moi, je vous conseille de vivre par rapport à un idéal et pas pour les gens. Parce que les gens, ils changent. Et les gens, ils changent même en cours de mariage. C'est-à-dire, ce qu'ils ont aimé chez vous au début vont les agacer après. Ceux qui les ont attirés vers vous au début va les dégoûter après. Comme je vous l'ai dit, une femme commence par du désir et termine par de la raison. C'est-à-dire, à un moment donné, si un mec reste trop gamin avec sa console, ses potes, ses tatouages, ses joints, ses trucs, etc., tôt ou tard, la femme le fout dehors. Tout beau et tout musclé et tout booba soit-il. Parce que ses besoins, ses désirs changent. Mais c'est vrai qu'au début, quand on donne l'image d'un homme bien propre, qui a bien étudié, qui est très poli, qui est très gentil, malheureusement, oui, on a des difficile parce que la femme génétiquement est attirée vers un homme viril, même si elle ne veut pas faire sa vie à long terme avec lui. Mais au départ, tant qu'elle est jeune, c'est ça qu'elle recherche. Après, elle se dit, bon, ben, maintenant c'est bon, salaud pour salaud, autant me prendre un friqué que je serai manipulé et qui ne sera pas trop à m'imposer ces trucs. Et là, elle va commencer à chercher ce qu'on appelle un homme bêta. Parce qu'elle en a pris plein la figure avec un homme alpha, qui l'avait attiré à la base, mais elle n'en veut plus parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle a passé l'âge, parce qu'elle a déjà goûté, elle a fait ses bêtises, ses caprices. Et maintenant, on passe à un homme bêta. Donc en fait, l'homme bêta a toutes ses chances avec les femmes qui ont 35 à 45 ans. Il ira beaucoup plus dur avec les femmes de 20 à 30, qui elles seront souvent attirées par des hommes alpha, même si elles ne veulent pas faire leur vie avec ce genre d'homme à long terme. Enfin bref, de longs sujets très compliqués, qui demandent débat, etc. À ce propos, avant que j'oublie, j'aurais dû en parler en début d'audio, mais c'est pas grave. On me demande d'organiser un live dans lequel on m'enverrait au préalable par mail ou je sais pas comment, hein, par Twitter, des questions. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs d'une espèce de questions-réponses sur des questions hommes-femmes, sexuelles, etc., etc. Je ne suis pas contre, même si je sais que beaucoup de gens vont peut-être pas comprendre la démarche. Reste à voir les questions. Peut-être faites-moi savoir en commentaire si vous êtes nombreux à vouloir ça, à être intéressés par ça. En gros, à vouloir mon point de vue sur toutes ces questions-là. Si c'est le cas, ça peut se faire. Je ne suis pas contre. Mais il faut que ça se passe en bon ordre. C'est-à-dire que il faudra m'envoyer les questions, que je sélectionne ce que je juge être intéressant pour tout le monde. Et de là, j'organiserai peut-être un live avec intervention en direct dans le chat, afin de me dire, oui, mais tu as oublié de dire ça, oui, mais je voudrais savoir ça en plus, etc. Voilà, si des gens ne sont pas gênés et veulent profiter un peu de l'anonymat du monde du net pour poser les questions qui les tracassent, je ne suis pas contre, mais reste à voir si vous êtes nombreux à être intéressés. Ça, je ne sais pas. Enfin, voilà, je pense à l'idée. Reste à voir comment l'organiser, sous quel format, combien de temps.
et comment me faire parvenir vos questions. Voilà. Donc, à voir, je suis pas contre. À bientôt en tout cas. Merci beaucoup.